Monsieur le Président de la République, chères étudiantes, chers étudiants, bonsoir. J'ai l'honneur d'ouvrir ce soir le sixième événement organisé cette année par Dauphine Discussion Débat, association étudiante que j'ai le plaisir de représenter cette année. L'abstention massive des jeunes lors de l'élection présidentielle de 2002 a été le point de départ de notre engagement. Consciente de ce que signifiait cette alerte démocratique, notre association œuvre depuis à tisser un lien entre les étudiants de l'Université Paris-Dauphine et les personnalités publiques françaises. Monsieur le Président, c'est dans cette démarche que vous nous avez fait l'honneur de votre présence il y a 10 ans exactement. Monsieur le Président, j'espère donc qu'en franchissant nos portes, un sentiment de jeunesse retrouvée vous a submergé et qu'il vous conduira à revenir. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier, au nom de l'ensemble des étudiants dauphinois, de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Pouvoir échanger avec un homme ayant passé 5 ans au sommet de l'État est une chance rare. Merci de nous l'avoir accordé. Nous n'aurions d'ailleurs pas pu rêver meilleur cadeau pour célébrer la majorité de notre association. Cette conférence marque aussi la deuxième collaboration entre Dauphine Discussion Débat et Terra Nova Dauphine. Après un débat réussi avec Monsieur le ministre Jack Lang en 2018, nous sommes fiers de proposer cet événement aux Dauphinois et je souhaiterais remercier l'ensemble des membres de Terra Nova pour avoir rendu cette conférence possible. Merci à vous, public dauphinois et d'ailleurs, d'avoir répondu présent en nombre à cet événement. Je tiens aussi à remercier l'Université Paris-Dauphine de nous avoir fourni les moyens d'organiser cette conférence. Et enfin, l'ensemble des membres de DDD, petites mains présentes partout autour de vous ce soir, qui travaillent dur depuis plusieurs semaines pour vous offrir cet événement. Vous l'avez compris, nous recevons ce soir un invité exceptionnel, mais nous resterons cependant fidèles à nos traditions. Dans un premier temps, le président de Terra Nova Dauphine, Max Personnaz, se chargera d'esquisser en quelques minutes le portrait de notre invité, puis de dresser un bref résumé de son nouveau livre, avant de laisser la parole à nos deux modérateurs, Daphné Franja et Armin Golami, pour 30 minutes de questions-réponses. La parole vous sera donnée ensuite à vous, cher public, durant une demi-heure, grâce aux micros que nous ferons circuler dans l'amphithéâtre. Pour conclure, il vous sera possible de faire dédicacer vos exemplaires de Répondre à la crise démocratique, ouvrage dans lequel vous décrivez, Monsieur le Président, la crise que traverse la Ve République depuis plusieurs décennies. Évolution de la Constitution, désintérêt pour la politique, nouveaux mouvements sociaux, les facteurs sont multiples et nous aurons la chance de les évoquer avec vous ce soir. Néanmoins, je vous quitterai sur une note optimiste. Votre présence si nombreuse ce soir, cher public, n'est-elle pas la preuve que les Dauphinois ne se détournent pas de la politique ? Je vous remercie et vous souhaite à tous une très belle conférence. Bonsoir à tous. Merci Paul pour ce mot, ma foi, très qualitatif. Je m'en vais donc présenter Monsieur le Président François Hollande. En quelques minutes, j'essaierai de ne pas être trop long, même si j'aimerais pouvoir l'être plus. Enfin bon. Il y a bientôt 8 ans, Monsieur François Hollande, votre visage teinté de rose s'affichait sur toutes les télévisions de France et de Navarre. Pour certains, la finance n'avait qu'à bien se tenir. Pour d'autres, c'était à l'équilibre budgétaire de s'inquiéter. Entre scènes de liesse et moments de tristesse, c'est tout un pays qui venait de basculer à gauche. Mais bien plus qu'un résultat clivant, l'élection présidentielle de 2012 fut l'aboutissement d'un parcours politique mouvementé. Votre engagement ne fut pas strictement linéaire, mais sa richesse mérite d'être soulignée grandement. Comme beaucoup, c'est pendant vos études supérieures que vous aiguisez votre conscience politique. À Sciences Po Paris, puis à Panthéon-Assas, vous militez au sein de l'UNEF Renouveau, une organisation syndicale étudiante. Après un passage à HEC, vous entrez à l'ENA et rejoignez la fameuse promotion Voltaire. Vous en sortez 8e en 1980, juste derrière un certain Jean-Pierre Jouyet, qui était entre nos murs il y a quelques jours. Tout s'accélère alors, et vous devenez l'année suivante chargé de mission pour l'Élysée
et pas pour n'importe quel gouvernement, s'il vous plaît, celui de François, alias Tonton Mitterrand. Aux pommes de Jacques Chirac, on dit que vous préférez le fromage. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Pourtant, c'est bien vous qui lui succédez en 1988 dans la première circonscription de Corrèze. Vous êtes ensuite élu secrétaire général du Parti socialiste, puis maire de Tulle. Ces mandats vous marqueront irrémédiablement. Vous les occuperez d'ailleurs jusqu'en 2008. On aurait pu croire que ce double départ signifiait la fin d'une ère, mais ce fut le début d'un nouveau cycle. En effet, vous voyez à l'époque déjà plus loin, bien plus loin même, que les massifs corréziens. Alors que la droite est au pouvoir, vous voulez y installer la gauche. Alors que la Ve République n'a connu qu'un seul président socialiste, vous voulez être le second. Alors que Nicolas Sarkozy a retiré le fromage des menus de l'Élysée, vous voulez l'y remettre. Mais dans votre camp, la course à l'investiture s'annonce plus disputée que jamais. Pourtant, cela n'ébranle aucunement votre détermination. Vous remportez la primaire socialiste en octobre 2011 à 70 000 voix et un peignoir prêt. L'écart sera plus faible lors du second tour de l'élection présidentielle. Moins de 2% vous sépareront de Nicolas Sarkozy, mais c'est bien vous, Monsieur François Hollande, qui arrivez en tête des suffrages. On a souvent dit, et vous l'avez dit aussi, que vous vouliez être un président normal avant l'élection. Votre quinquennat ne sera pourtant pas comme les autres. La présidence Hollande, ce fut des victoires. Le mariage homosexuel en fait partie. Mais elle se heurta aussi à des obstacles. Je pense notamment au CICE, qui fut une des complications de votre quinquennat. Votre mandat s'inscrit également dans un contexte particulier. Vous faites face à de grandes menaces internes. Je pense à la Fronde, qui aura été un moment compliqué pour la gauche, mais aussi la Ve République en général, mais aussi des menaces externes, et surtout externes. Nous nous souvenons tous des attentats qui furent commis sous votre présidence. Attentats qui ont laissé une trace indélébile dans la mémoire nationale. Ces événements, qui ont mis la solidarité et la sécurité en péril, ont constitué un des plus grands défis de votre quinquennat, c'est un fait. L'heure du bilan est finalement arrivée, et vous avez su faire preuve de courage, ou du moins d'abnégation. Vous décidez de ne pas être candidat à votre propre succession, une première pour un président de la Ve République. Mais vous ne disparaissez pas pour autant et vous gardez le contact avec la sphère publique, comme le firent, avant vous, d'autres personnalités françaises, à leur manière. Zinedine Zidane, par exemple, avait ainsi choisi la Coupe du Monde 2006 pour faire son grand retour. Dans un autre registre, Nicolas Sarkozy avait opté pour la primaire des Républicains. Dans les deux cas, le résultat ne fut pas à la hauteur des attentes. Mais on note tout de même que l'un passa au moins le premier tour avant de se prendre un carton rouge. Enfin. Alors que le bilan est largement critiqué, vous décidez de proposer votre propre rétrospective. Un livre, Les leçons du pouvoir, paraît alors en avril 2018. Vous y racontez les événements marquants advenus en politique intérieure et étrangère durant votre mandat. Mais vous y retranscrivez également des aspects plus personnels de votre quinquennat. Le succès sera au rendez-vous. Près de 150 000 exemplaires ont à ce jour été vendus. Mais bien qu'un titre de Flaubert de l'autobiographie politique vous tendait les bras, vous choisissez ensuite de décentrer votre plume pour explorer un nouveau registre. En octobre 2019, Terra Nova et Fayard coéditent votre nouvel ouvrage « Répondre à la crise démocratique ». Plus court que le précédent, ce livre est une agrégation d'entretiens au cours desquels vous faites le diagnostic d'une démocratie française défaillante tout en proposant des remèdes concrets et établis. Du présidentialisme à la restructuration des partis, en passant par le sextennat, un mandat présidentiel en 6 ans, vous vous y muez en guérisseur de la démocratie française. Nombreuses sont vos propositions pour faire en sorte que, je cite, « nos institutions assurent à nos concitoyens un État solide et non fort face à l'imprévisible. » Dès lors, entre mise en exergue de contradictions institutionnelles et injonction aux réformes constitutionnelles, cet ouvrage a le mérite de présenter une analyse politique solidement construite. Notre rôle aujourd'hui sera d'en explorer un maximum d'aspects pour rendre compte de cette réponse que vous proposez à la crise démocratique en France. Monsieur le Président, je m'en vais à présent laisser la parole à Daphné et Armin, mais j'aimerais tout de même finir sur la phrase qui conclut votre ouvrage.
À la fin des fins, la démocratie est une entreprise collective. Son avenir est entre nos mains. Elles doivent être fermes et ouvertes. Un constat bien poétique que nos deux modérateurs vont s'empresser d'explorer. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, Max, pour cette très jolie et non sans humour présentation. Bonsoir à tous, tout d'abord, et bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Avant d'entamer les questions, je vais peut-être vous laisser quelques minutes pour répondre à ce qui vient d'être dit et puis pour faire passer le message que vous souhaitez faire passer. Bon, d'abord, merci à la présidente de l'université de m'accueillir. Merci à vous de m'inviter ici pour cette conférence. Bon, je ne reviendrai pas sur mon parcours. Le lien avec le fromage était assez facile. Mais ce parcours a un sens. Je me suis engagé très tôt dans la vie politique, quand j'avais votre âge et même avant, parce que je pensais que la politique permettait de changer une société et donner à un pays la possibilité de choisir ses dirigeants. Ça peut vous paraître étrange, mais jusqu'en 1981, il n'y avait pas eu d'alternance en France, même si elles se sont succédées ensuite. Et j'ai pu être président que parce que j'étais porté par une force collective. Souvent, on m'interroge en me posant la question, mais à quel moment vous avez voulu être président? Comme si c'était dès les plus jeunes âges, dès le berceau, que le premier cri était un cri de candidature. Non, je n'ai pensé à être président que parce que, à un moment, dans le cadre de mandats que j'avais pu exercer, de fonctions notamment de chef de parti, je me suis senti investi par une force collective. Et si aujourd'hui je suis plus inquiet sur l'avenir de la démocratie, c'est parce que je vois ces grandes organisations qui ont façonné, qui ont bâti la Ve République, et avant la République tout entière, ces organisations se sont largement affaiblies, ce qui fait que l'engagement ne va plus forcément de soi dans les partis politiques et qu'il y a une crise profonde de la représentation. Et que c'est pour ça que j'ai fait ce livre court, comme il a été rappelé, et que je m'interroge sur l'avenir de nos démocraties. Là aussi, quand j'étais à votre place, je pensais que la démocratie était un régime universel et inéluctable, qu'il n'y avait pas de doute à avoir, ça prendrait sans doute un certain temps, des décennies peut-être, mais l'ensemble du monde vivrait en démocratie. Et c'est d'ailleurs cette intuition qui s'est trouvée vérifiée. L'effondrement du mur de Berlin, les processus de décolonisation ici ou là, tout cela faisait une convergence vers l'aspiration démocratique. Et depuis quelques années, il y a aussi bien sur le plan international un reflux de la démocratie, une affirmation des puissances non démocratiques, et au sein de nos démocraties, des comportements, des manières de faire, des outrances, des transgressions, des extrémismes qui font apparaître que la démocratie n'est peut-être pas aussi bien établie qu'on l'avait cru. Et c'est aujourd'hui, comme ancien président, le sens de mon combat, de faire que nous puissions tous, à quelque place que nous occupons, être lucides et conscients sur ce qui fait notre force, la démocratie. Et elle vit une double crise, j'en terminerai là, une crise de légitimité. Les élus ne sont plus regardés comme les seuls représentants du peuple. Vous avez vu qu'il y a des mouvements, des contestations, des affirmations, des occupations qui donnent à certaines expressions du peuple d'autres formes que la participation aux élections. Et il y a une crise d'impuissance face à des défis que vous connaissez bien, défis climatiques ou défis de la mondialisation
qui laisse penser que la démocratie dans un cadre national n'a peut-être pas la performance que l'on avait imaginée. Je termine pour dire que j'ai eu des paroles sur la finance et que néanmoins il est très important de l'apprendre. Merci. Bon, continuons néanmoins sur ce sujet-là. On l'a vu précédemment lors de l'introduction. Donc, après avoir tiré les leçons du pouvoir l'année passée, vous revenez avec un livre pour répondre à la crise démocratique que traverse donc non seulement la France, mais aussi des démocraties à travers le monde entier. Est-ce que vous pourriez, en guise d'introduction, succinctement nous expliquer de quel constat vous êtes parti pour fonder ce livre, pour répondre à la crise démocratique, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre dans la salle? Oui, ils doivent être les plus nombreux à ne pas avoir lu le livre, donc je vais immédiatement vous permettre de faire une économie Oui. Ils achèteront la suite. En connaissant la conclusion. La crise de la démocratie, elle n'est pas propre à la France, même si on a des symptômes ici. Symptômes, je les ai évoqués, les gilets jaunes qui viennent pour exprimer leur désarroi, leur contestation, non pas tant d'un pouvoir, mais du système lui-même, dans lequel ils ne se sentent plus représentés. Symptômes que l'on a aussi à travers des formes de violence, d'occupation, y compris pour de bonnes raisons, de bonnes causes. Il y a maintenant des mouvements qui revendiquent le droit de bloquer, de freiner des machines administratives, d'occuper des terrains, y compris des aéroports, pour dire que telle décision ne doit pas s'appliquer. Symptôme aussi d'une aspiration à être davantage consulté, alors même qu'il n'y a que des élections. Durant un mandat présidentiel, il y a au moins 5 scrutins qui vont se tenir comme forme d'élection intermédiaire. Et puis, il y a la montée des extrémismes, qui ne date pas d'hier, même si c'est la France qui a été la première à connaître ce phénomène, et c'est, je pense, la France qui est la plus concernée par l'extrémisme. Parce que l'élection présidentielle, on y viendra tout à l'heure, loin d'être une forme de barrage par rapport à l'extrémisme, est une possibilité pour l'extrémisme de venir au pouvoir. Alors que dans les pays de tradition parlementaire et avec un scrutin proportionnel, l'extrémisme a plus de difficultés puisqu'il doit trouver des alliés pour une coalition. Donc les symptômes me paraissent tout à fait évidents. Et puis, il s'est produit dans une très grande démocratie, les États-Unis, une élection, l'élection de Donald Trump, qui a bouleversé aussi le rapport que l'on avait avec la démocratie dans ses formes les plus achevées. Là, Donald Trump, il essaye d'achever une forme de démocratie. Ceux qui ont pu avoir cette chance de suivre son discours sur l'état de l'Union était en fait un show télévisé qui transformait le Parlement en une assemblée de téléspectateurs, avec même une possibilité d'annoncer à une famille qui était dans la tribune que le mari soldat revenait. Le mari d'ailleurs surgissant à ce moment-là. Donc on est devant un comportement, celui de Donald Trump, qui va le plus loin possible dans la transgression, y compris dans la forme de communication, dont on s'est moqué au départ, les tweets, et qui arrivent maintenant à scander ce qu'est le rythme de l'information que le président américain veut adopter. Nous avons aussi des démocraties qui paraissent fatiguées, épuisées, que ce soit la démocratie parlementaire classique. On a même vu à l'occasion du Brexit qu'un Premier ministre, en l'occurrence Boris Johnson, a été capable à un moment de contourner le Parlement britannique, dont on pensait qu'il était le seul lieu légitime du pouvoir. On voit en Allemagne, maintenant, Mme Merkel être obligée de contester des alliances qui se font dans un certain nombre de régions allemandes avec l'extrême droite.
On a vu qu'en Italie, un parti, en l'occurrence 5 étoiles, qui apparaissait comme l'anticipation du nouveau monde, a été capable de gouverner en quelques mois, et avec l'extrême droite, et avec maintenant le centre-gauche. Donc une espèce de déstabilisation de l'ensemble des formes de la démocratie. Et je termine là. Il y a une question qui est posée, c'est de savoir quel est le régime le plus efficace. Bien sûr que moi je considère que la démocratie est le plus efficace, y compris pour relever les défis climatiques, des inégalités ou de la finance dans ses excès ou de la présence de firmes multinationales. Mais les puissances non démocratiques revendiquent aussi l'efficacité. Prenons l'exemple, même si aujourd'hui la Chine fait face à une épidémie, un virus, mais la Chine a prétendu longtemps que par rapport à des enjeux sanitaires ou à des enjeux climatiques, finalement son système de centralisation autoritaire était plus adapté que le système démocratique. De la même manière, la Russie, qui a longtemps, encore ces derniers mois, et notamment sous ma présidence, était contestée dans ses décisions internationales en Ukraine ou en Syrie. Aujourd'hui, la Russie, face au retrait américain, paraît finalement plus adaptée pour régler des conflits que les Nations Unies. Donc on voit qu'on est dans un repli sur ce que nous pensions être les formes les plus élaborées de la politique et une espèce de prétention des régimes non démocratiques à organiser le destin du monde. Donc c'est pour ça qu'il était très important que je vienne vous alerter. Bon, du coup, vous l'avez dit, dans les démocraties et ailleurs aussi, dans beaucoup de pays du monde, nous avons une crise de la démocratie. On retrouve dans votre livre cette phrase « L'antiparlementarisme a un appétit insatiable et finira si on continue à l'alimenter par dévorer l'essentiel de la République ». Et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, mais aussi la crise que vivent les maires de France. Il y a une vraie question dans le rapport entre le peuple et les élus. La représentativité semble être mise à mal. Et ce, malgré les nombreuses lois qui ont eu lieu durant votre quinquennat, mais aussi sous celui de M. Macron, qui cherchent à redorer la vie publique et à remoraliser, c'est le terme qui a été employé, la vie publique. D'où ma question, comment voulez-vous, que préconisez-vous pour renforcer, renouer ce pacte républicain et pour contrecarrer cet antiparlementarisme montant que vous décrivez? Alors d'abord, la crise de la représentation, c'est-à-dire la contestation des élus, est aussi vieille que la démocratie elle-même. L'antiparlementarisme dont vous parlez, quand on regarde ce qu'a été l'histoire de la Troisième République, et même de la Quatrième et d'une partie de la Cinquième, c'est une longue plainte des citoyens par rapport aux privilégiés que sont les élus. Dès le début d'ailleurs, dès le suffrage universel, peut-être même dès la Révolution française, il y a toujours le doute sur la légitimité, la probité, la qualité des élus qui représentent le peuple. Il y a même eu une aspiration à un mandat impératif, comme quoi, finalement, l'élu devait être révocable à tout moment si le peuple qu'il avait choisi en décidait. En France, il y a les Insoumis, par exemple, qui sont encore sur cette thèse, même si pour Jean-Luc Mélenchon, elle ne s'applique pas, bien sûr. Mais pour le reste, c'est l'idée qu'il faut rendre des comptes et être révoqué par des assemblées dont on ne sait pas très bien qui les composerait. Sur votre question, comme les élus et les gouvernements ont été très sensibles à cette contestation d'une forme de concentration des pouvoirs, de cumul des mandats, de privilèges de toutes sortes, il y a eu, à partir des années 90, disons, une volonté, on dirait, d'assainir, de moraliser, d'exemplarité pour que les élus retrouvent leur prestige d'antan. Et en fait, ce
que j'écris, plus on en donne aux citoyens, plus ils en réclament. Par exemple, moi j'ai été favorable au non-cumul des mandats, après avoir été moi-même un cumulard. Dans les années 70 ou 80, on pouvait cumuler 3, 4, 5 mandats. Un personnage que vous avez oublié, Jean Le Canuet, avait été capable de cumuler 5 mandats à la fois. Mais ensuite, donc, on a limité à 2 mandats. Ça, c'était sous François Mitterrand. Et ensuite, sous ma présidence, on a empêché le cumul d'un mandat parlementaire avec un mandat d'exécutif local. Ce qui n'a pas empêché, par exemple, les Gilets jaunes de contester l'idée même qu'un parlementaire puisse avoir un autre mandat, quel qu'il soit. Sous ma présidence, après le scandale Cahuzac, on a créé une haute autorité de la transparence qui fait des demande à des élus, même à des fonctionnaires, de transmettre des déclarations sur leurs intérêts ou sur leur patrimoine. Mais ça ne suffit jamais. On voit bien qu'en plus, il y a toujours un scandale qui nourrit l'antiparlementarisme. Peut-être faut-il mettre d'abord une limite. À un moment, il faut que les élus se fassent respecter pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et il est très important que la République défende les élus et dise combien ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de la République et de la démocratie. Et qu'il faut en arrêter un moment aussi dans la revendication de leur priver des moyens les plus élémentaires. On a même supprimé ce qui était le petit moyen pour les députés ou les sénateurs d'agir sur leur circonscription ou sur leur département. Ils avaient une réserve parlementaire, c'est-à-dire quelques crédits qui leur permettaient au moins dans les réunions de justifier leur place et de prendre la parole. Et on a supprimé récemment la réserve parlementaire. Et il y a une proposition de limiter le cumul dans le temps pour des mandats locaux, nationaux, ce qui est aussi contestable. Je prends toujours cet exemple-là. Si on avait eu une loi sur le cumul dans le temps des mandats, Jaurès aurait été obligé de céder sa place. Clémenceau n'aurait pas pu être président du Conseil et donc le père la victoire. François Mitterrand n'aurait pas été député avant peut-être de ne pas être président. Donc tout ça devient absurde. Donc il faut fixer une limite en disant il y a un moment où l'élu doit être respecté en tant que tel. Ensuite, ce qui est le paradoxe, c'est que moins les élus ont du pouvoir, plus ils sont contestés. Et c'est là la raison qui me conduit à souhaiter une réforme de nos institutions. Ce n'est pas par les institutions simplement qu'on réglera la question démocratique. La question démocratique, c'est d'abord un sentiment de pouvoir décider de son destin dans un cadre national, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément partagé par tous. Mais les institutions contribuent quand même à asseoir la démocratie. Et le Parlement français, et notamment l'Assemblée nationale, et particulièrement depuis maintenant 2 ans et demi, est particulièrement faible dans ses capacités, et donc encore plus contestée que si elle était regardée, cette Assemblée nationale, comme le lieu où s'élabore la loi, où se construit les budgets, où s'amendent un certain nombre de choix stratégiques. Donc je suis pour un régime présidentiel au sens d'un régime où le Parlement jouerait tout son rôle, et comme ça peut être le cas d'ailleurs aux États-Unis, et d'en finir avec cette fiction de régime parlementaire que nous avons dès lors que le président de la République est élu au suffrage universel. Maintenant, pour un quinquennat, il est très important qu'il y ait un Parlement qui dispose de plus d'autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Donc c'est en renforçant les pouvoirs des élus qu'on les rend plus responsables, mais aussi plus respectés. Par exemple, sur les élus locaux, les maires, puisqu'on va bientôt voter pour les conseils municipaux, demain pour les conseils départementaux et régionaux, il faut
une nouvelle vague de décentralisation, un nouveau transfert de compétences aux élus, si l'on veut que ces élections soient véritablement considérées comme décisives pour les citoyens. Enfin, il y a des choix qui ne relèvent pas des institutions, mais sans grands partis, sans grandes organisations pour structurer l'opinion, la démocratie s'étiolera, s'affaiblira. Ça ne peut pas être simplement un concours de personnalité ou une bataille d'organisation maintenant sans autorité. Regardez les élections municipales, on ne sait plus quelles sont les étiquettes, les candidats changent de liste en fonction des événements. Il y a parfois plusieurs listes du même parti, s'il existe encore. Donc il y a une espèce d'affaiblissement général de la représentation politique qui renforce encore la crise et la contestation de ces mêmes organisations. Plus elles sont fragiles, moins elles sont respectées. Voilà les quelques propositions que j'esquisse. Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, vous venez de nous exposer quelles ont été les réformes que vous avez mises en place durant votre quinquennat pour répondre à cette crise de la représentativité. Aujourd'hui, parmi vos propositions dans votre livre, vous suggérez notamment que le chef de l'État soit directement responsable devant le Parlement, qu'il ne nomme plus un Premier ministre dont la fonction n'existerait plus, et qu'à la place, il nomme un groupe qui l'entourait, et donc qu'il perde ainsi son droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Les réformes que vous prônez aboutiraient, si on peut le dire comme ça, à une sorte de 5e République bis, basée, comme vous venez de le dire, sur le modèle du régime présidentiel à l'américaine. Je note par contre qu'aux États-Unis, on a un système qui est assez différent du nôtre, le système fédéral, qu'on n'a pas en France, malgré certes une décentralisation qui est en cours. Et est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce qu'on peut adapter un modèle qui certes marche outre-Atlantique à la France, où on n'a pas toutes les clés disponibles pour le moment? D'abord, il n'y a aucun système qui marche vraiment. Comme vous l'avez vu aux États-Unis, la procédure d'impeachment qui avait été lancée par les démocrates s'est retournée contre eux. Donc, à vouloir contester le président, il y avait pourtant matière des États-Unis, mais sur le plan pénal, était sûrement la mauvaise stratégie pour le Parlement, en l'occurrence la Chambre des représentants. Dire que les États-Unis, c'est un régime particulier parce que c'est un système fédéral, l'Allemagne est aussi un pays fédéral. D'une certaine façon, l'Espagne va l'être bientôt. La Belgique est un système fédéral. Donc ce n'est pas le fédéralisme qui justifierait tel ou tel régime. En France, depuis 1958, et notamment depuis 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel, on est dans ce qu'on a appelé un système hybride. Ça peut marcher pour quelques voitures, mais ce n'est pas forcément le meilleur système, c'est-à-dire à la fois présidentiel et parlementaire. On a vécu avec ça, et on a quand même connu une présidentialisation sans cesse accrue, et un pouvoir du chef de l'État de moins en moins arbitral et de plus en plus politique. Mais le septennat, finalement, crée encore l'illusion, puisque le président pouvait continuer à présider, même si l'Assemblée lui était hostile, ce qui s'est passé 2 fois avec François Mitterrand, et une fois, mais pas pour 2 ans, pour 5 ans avec Jacques Chirac. Comme c'était justement regardé comme finalement insatisfaisant, on en est arrivé au quinquennat. Et ça a changé, c'est ce que je voulais peut-être vous transmettre comme expérience, c'est que ce qui était vécu comme un raccourcissement de durée d'un mandat a changé la nature de nos institutions. Et quand les Français élisent un président de la République, pour 5 ans, c'est sur lui ou sur elle, si demain c'est une présidente, que se porte l'essentiel de l'attente. Or, le président est élu, et quelle est sa première décision? Je dis bien la première, c'est de nommer un Premier ministre. Et ça reste dans les formes de la Ve République, mais c'est un choix curieux quand on y réfléchit bien. Le président vient d'être investi,
il reçoit les pouvoirs de son prédécesseur, il doit agir, et son premier acte est de se dessaisir d'une partie du pouvoir exécutif auprès du Premier ministre. Alors après, on peut dire le Premier ministre est un collaborateur, on peut dire c'est un exécutant, on peut dire c'est un coordonnateur, mais enfin, il est le chef du gouvernement, et être chef du gouvernement, c'est disposer de moyens, c'est lui qui assure la préparation des textes, c'est lui qui dispose de l'essentiel du pouvoir administratif, même pour les questions de sécurité, de défense, il a des missions qui sont prévues par la Constitution. Donc il y a cette dualité au sein de l'exécutif qui n'est pas, à mon avis, compréhensible aujourd'hui. Même prenez la question des retraites, où le Premier ministre, Édouard Philippe, a été chargé d'assurer la négociation, mais en dernier ressort, on se tourne vers le président. C'est la réforme du président, pas du Premier ministre. Surtout qu'il fait dire que ça n'aurait pas été forcément sa réforme à lui. Donc ça ajoute encore à une forme de confusion. Et puis, il y a, avec le quinquennat, une Assemblée nationale qui est élue tout de suite après l'élection présidentielle et qui ne dispose pas en réalité d'un pouvoir autonome. La plupart des députés doivent leur siège à l'élection présidentielle. Ça ne leur empêche pas d'être frondeurs dans certaines circonstances, mais, ou d'être déserteurs, parce que certains commencent aujourd'hui à quitter la place. Mais pour le reste, ils abdiquent une partie de leur pouvoir. Donc on n'est pas dans un régime parlementaire, mais on n'est pas non plus dans un régime présidentiel. Donc je pense qu'il faut trancher. Est-ce que certains pensent encore possible une 6e République avec l'abandon de l'élection du président de la République au suffrage universel ou de lui retirer la plupart de ses compétences? Je pense que cette solution ne serait pas admise par les Français. Ils veulent désigner leur chef de l'État. Donc à partir de là, dès lors qu'on ne veut pas revenir à un régime parlementaire, il faut aller vers un régime présidentiel, non pas pour renforcer les pouvoirs du président, paradoxalement pour protéger le président, pour qu'il puisse intervenir dans son champ de compétences et de faire de l'Assemblée nationale, du Parlement en général, un lieu de pouvoir. Et parallèlement de confier des responsabilités nouvelles aux collectivités locales, et enfin d'avoir des systèmes de participation, de consultation plus originaux que ceux qu'on connaît jusqu'à présent. Ça peut être le référendum, d'abaisser les seuils pour leur déclenchement. Ça peut être le tirage au sort pour une convention citoyenne, ce n'est pas une mauvaise idée, surtout en plus si on dit qu'on fera un référendum après. Mais il y a un besoin, on le sent bien, de participation, de partage du pouvoir, de manière à ce que tout ne soit pas focalisé sur la personne du président de la République. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur votre mandat, mais on aura l'occasion de reparler, j'espère, de votre livre. L'année de la fin de votre mandat a vu la gauche imploser, avec l'émergence du centre, des Verts, et pour la première fois, vous, président sortant, qui ne se représente pas. Alstom, le CICE, la déchéance de nationalité sont au nombre des mesures qui ont profondément divisé la gauche pendant votre quinquennat. Et suite à cela, le Parti socialiste, après l'échec au présidentiel bien sûr, cherche en l'incarnation d'Olivier Faure la capacité à se refaire une santé, avec le succès que nous connaissons, en choisissant de se revendiquer ni de votre quinquennat, ni non plus de l'héritage des frondeurs qui y sont partis. Alors, la question est la suivante, et elle est au final assez politique. Quel avenir dessinez-vous aujourd'hui pour la social-démocratie et la gauche de gouvernement, qui semble aujourd'hui totalement atomisée entre un centre qui tend vers la droite et d'anciens partis sociodémocrates qui, eux, n'arrivent même pas à retrouver leur identité et qui se divisent et continuent de se diviser? Alors, ce qu'on appelle la gauche, disons, la gauche de gouvernement, ou la gauche social-démocrate ou socialiste, est en difficulté depuis déjà plusieurs années. Comme s'il y avait un cycle, il y a sûrement des cycles dans l'histoire politique, où, ayant été très dominante dans les années 90-2000, elle est en recul à peu près partout, en Europe, où je devais être parmi 28 membres, un des 5 sociodémocrates ou socialistes.
siégeant au Conseil européen. Il y en a encore un peu moins depuis que je suis parti. Donc, aux États-Unis, après le cycle Obama, on est donc avec Donald Trump qui est à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et on voit la montée en plus de formes populistes, de formes extrémistes un peu partout en Europe, y compris de substitution à la droite classique. Mais il n'empêche qu'il y a une crise de la social-démocratie aussi provoquée par l'irruption de nouveaux thèmes, et notamment celui de l'écologie. Même si longtemps les sociodémocrates ont défendu des thèses qui étaient proches de l'écologie, ils ont été regardés quand même pour des tenants du productivisme, d'une croissance recherchée, espérée, pour mieux redistribuer. Donc il y a une première nécessité pour la gauche, c'est de repenser son modèle dans un contexte international nouveau, avec une mondialisation qui a pris une forme ces derniers mois, du retour aux États-nations, au protectionnisme, à la lutte d'influence, ce qui fait que les thèses de la régulation ont donc quand même pris un sérieux coup. Donc comment faire pour redonner une vision internationale de ce que la gauche à l'échelle du monde ou de l'Europe devrait proposer? Deuxième défi, celui des inégalités. Est-ce qu'il est encore possible de réduire les inégalités dans un marché mondial ou même dans un cadre national où l'économie libérale a imposé ces normes? Je pense que oui, mais faut-il le démontrer? Et troisièmement, est-ce que les socialistes, les sociodémocrates ont cette capacité à pouvoir montrer que l'écologie peut être intégrée dans des politiques de croissance à condition qu'elles soient qualitatives, ou des politiques de redistribution à condition qu'elles permettent d'avoir des incitations fortes aux gestes durables et économes d'énergie fossile? Et même, est-ce que les socialistes peuvent être des planificateurs de la nouvelle économie qui doit se dessiner? Ça, c'est la première obligation, la première exigence, c'est que la gauche doit se réinventer en fonction des défis d'aujourd'hui et conformément à ces principes, ceux qui sont établis depuis déjà plusieurs décennies et qui ont fait le succès quand même de la formule social-démocrate. Mais il y a de nouveaux acteurs. L'acteur populiste est un acteur très dérangeant pour la gauche, parce que les classes populaires se sont mises de plus en plus à voter pour les candidats populistes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une gauche qui n'a plus les classes populaires avec elle? Dont je rappelle, par exemple pour un pays comme la France, que les ouvriers, les employés, c'est près de 50% de la population active. Donc il faut retrouver, pas simplement un langage, mais une forme de dialogue avec ces classes populaires pour leur redonner espoir dans un changement possible. Et puis il y a de nouveaux acteurs, l'acteur écologique ou écologiste qui développe l'idée que maintenant il n'y aurait plus de gauche, il n'y aurait plus de droite, parce qu'eux aussi sont à peu près sur ce registre, et qu'il y aurait une nécessité à n'avoir qu'une seule obligation, qui est la transformation de nos modes de production, de consommation, d'échange, de transport, etc. Et puis, enfin, il y a une extrême gauche qui est de moins en moins à gauche et qui est de plus en plus hors de toute perspective d'union. Donc si on veut revenir à une perspective de pouvoir, la seule condition, c'est qu'il faut que les sociodémocrates ou les socialistes, ou ce qui prendra la suite, redeviennent la première force à gauche pour obliger à l'union, comme ça s'est fait dans le passé, lorsque les socialistes ont pris le dessus sur les communistes. Il était très important qu'ils puissent être les réinventeurs d'une gauche de gouvernement. C'est ce qui doit se passer aussi aux États-Unis. Ça sera très intéressant de voir ce que les démocrates vont choisir comme candidat pour la primaire. Est-ce qu'ils prendront un candidat, disons, modéré,
pensant que c'est la meilleure façon de retrouver le contact avec une partie de l'électorat qui leur a échappé? Ou est-ce qu'ils prendront un candidat plus à gauche, avec le risque, même si ça séduira davantage les jeunes et un certain nombre de catégories, avec le risque d'être écarté pour longtemps du pouvoir? Tout ça, ça va se vérifier dans les prochains mois. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, et en particulier sur la nécessité d'aller tenir un discours aux classes populaires. Il y a un sociologue dont je ne me rappelle plus le nom, je m'en excuse, qui a dit il n'y a pas longtemps, on dirait qu'aujourd'hui que la lutte des classes est estompée au profit de la lutte des places. C'est-à-dire que les individus auraient aujourd'hui plus intérêt à lutter pour leur position dans la société plutôt que pour la dignité de leur classe. Et on peut avoir l'impression, devant la crise des Gilets jaunes, par exemple, que ça s'inscrit dans ce cadre-là. Comment, à ce moment-là, reconquérir les catégories plus populaires si elles ne se reconnaissent plus en tant que classe pour soi, mais seulement en tant que classe en soi? C'est un haut niveau de sociologie à Dauphine. Donc c'est la thèse de François Dubé, qui est un sociologue, effectivement, qui a travaillé sur la lutte des places, lutte des classes, etc. Et la montée de l'individualisme n'est pas propre aux catégories moyennes ou supérieures. La montée de l'individualisme se trouve également dans les catégories populaires comme une aspiration à se distinguer des autres, parfois à leur ressembler, sans pour autant adhérer à un message collectif. Il y a aussi des phénomènes liés au territoire. On est dans une catégorie populaire, dans un espace rural, on ne participe pas forcément de la même sensibilité ou de la même idéologie que si on est employé ou ouvrier, ou fils d'employé ou fille d'ouvrier, dans les quartiers populaires des grandes agglomérations. Et pourtant, on est rangé dans la même strate. Donc on a à la fois un phénomène de fractionnement, de morcellement lié aussi à des évolutions du travail et à des phénomènes d'individualisation dans les rapports familiaux ou dans les rapports collectifs. Par exemple, les Gilets jaunes, on a vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient jusque-là jamais manifesté et qui étaient pour l'essentiel soit des travailleurs isolés, soit des femmes seules, soit des chefs de petites entreprises et qui se trouvaient déclassés ou qui se trouvaient relégués. Donc comment faire pour parler à l'ensemble de catégories ou à l'ensemble d'individus qui se sentent eux-mêmes, les uns et les autres, pas forcément dans les mêmes trajectoires ou dans les mêmes sensibilités? J'ajoute qu'il peut y avoir des phénomènes communautaires, des phénomènes d'origine, des phénomènes d'appartenance qui compliquent encore les choses. Et bien ça, c'est ça le sens de la politique. Et c'est ça, d'ailleurs, toute la difficulté de la politique. C'est d'arriver à parler à des individus qui ne se sentent pas forcément tous du même ensemble, avec la même capacité à les convaincre et la même espérance à leur faire partager. Les nationalistes ou les populistes ont beaucoup plus de facilité pour parler aux catégories populaires, quelles qu'elles soient, puisque c'est l'idée du repli et de l'identité. Alors on exclut d'autres, mais on donne immédiatement une traduction concrète au message que l'on veut passer. Prenons l'exemple de Trump, ou même ici de l'extrême droite française. Le protectionnisme, la fermeture des frontières, le mur contre les immigrés, c'est quand même beaucoup plus facile à transposer dans la vie concrète
que le discours toujours un peu compliqué de la régulation, de la lutte contre les inégalités, du pouvoir partagé, de la démocratie accomplie. Tout ça, c'est des abstractions. Donc comment arriver à donner du sens à tous? Je n'ai pas dit du sens commun, donc du sens à tous. Et ça, je pense que c'est pour la gauche. Alors, pour les écologistes, d'une certaine façon, là aussi, le modèle est plus simple. La planète va chauffer, elle peut même exploser, donc immédiatement, ça vous crée une solidarité de proximité. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le discours catastrophiste, d'ailleurs, il y a toujours l'idée qu'on va se replier aussi, qu'on va s'enfermer. Mais pour la gauche de gouvernement, la gauche qui veut changer, elle doit donner un espoir commun. Et c'est ce qui est le plus difficile, mais ce qui est aussi le plus glorieux. La République, ça a été ça. Par l'école, c'était de trouver une institution commune. Par l'école, je vais permettre l'aspiration. On peut dire aussi, par l'université, je permets à tous les enfants de notre pays de pouvoir accéder à un niveau supérieur. La retraite ou la protection sociale, pour ça que sur la retraite, il y a eu quelque chose qui s'est formé. C'est que même si, vous avez vu, chacun défend sa catégorie, les avocats, les médecins, les cheminots, les mineurs, les policiers, les militaires, etc., mais il y a quand même quelque chose de commun, c'est de pouvoir avoir une retraite. Donc comment on arrive à garder une aspiration individuelle dans un cadre collectif? Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a des propositions qu'il faut faire qui permettent d'avoir des droits individuels, mais qui ne peuvent être sauvegardés ou qui peuvent n'être que protégés que par l'action collective, par la solidarité naturelle. Le système des retraites, le système de l'assurance maladie en sont des bons exemples. Donc c'est ça qu'on doit faire, c'est-à-dire permettre que l'individu puisse s'épanouir comme il l'entend, mais qu'il puisse trouver un sens dans la garantie collective, dans le fait d'être ensemble. Je crois qu'un des problèmes de notre pays qui souffre, on l'a bien vu, d'un problème d'identité, c'est que la mobilité entre les territoires, la mobilité même entre les générations est assez faible. Et qu'il y aurait, plutôt que de recréer un service national ou toutes sortes de faux semblants, l'idée, ça serait de permettre que les jeunes puissent circuler dans leur propre pays, puissent être pendant 1 mois, 2 mois, dans une autre ville que la leur, connaître ce qu'est la France. Ce qui est intéressant dans les Gilets jaunes, c'est que beaucoup de ceux qui sont venus à Paris n'étaient peut-être jamais venus à Paris jusque-là. Le nombre de gens qui sont enfermés dans leur territoire est beaucoup plus important qu'on l'imagine. Heureusement, la mobilité pour votre génération est beaucoup plus facile, mais elle n'est pas encore générale. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est arriver, dans un cadre national, à aussi réhabiliter l'idée d'appartenance, qui n'est pas l'idée d'identité, qui est l'idée d'une appartenance à un projet et à une histoire. Merci. Alors, je vais griller la priorité à Daphné en lui promettant que ça sera ma dernière question. Je me rappelle, en vous écoutant, vous avez parlé de cadre collectif, je me rappelle de cette phrase de Rocard qui avait dit « c'est la lutte qui arrache et c'est la loi qui légalise ». Et à l'époque de Rocard, le cadre collectif qui permettait à la lutte d'arracher, c'était le syndicalisme. Et le syndicalisme semble aujourd'hui à la traîne. Il n'organise plus les contestations sociales, mais les accompagne. Tout comme les partis qu'on a vu décliner pourraient peut-être éphémèrement substitués à des mouvements. Les syndicats voient leur adhésion en berne et le taux de participation aux élections professionnelles est au plus bas, même s'il reste plus élevé que celui des élections étudiantes, malgré tout. À ce moment-là, comment assurer la pérennité du système social à la française, qui lui s'est construit dans cette idée démocrate du dialogue social, de l'inclusion des partenaires sociaux, quand ceux-ci semblent dépassés par de nouveaux modes d'organisation éloignés de toute structure. Vous avez parlé des Gilets jaunes notamment. Voilà, on a l'impression que ce cadre collectif tend lui aussi, en plus des partis, à s'atomiser.
Alors vous êtes sévère avec les syndicats parce que, enfin, je sais pas, vous avez suivi l'actualité. Ils n'ont pas quand même été complètement absents de ce qui s'est produit ces dernières semaines, avec des stratégies d'ailleurs différentes. Mais c'est eux qui ont structuré le mouvement, qui ont accompagné les manifestations. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de violence comparable à ce qui s'est produit avec les Gilets jaunes. Tout simplement parce qu'il y avait un encadrement, il y avait une responsabilité, il y avait une forme d'ordre qui avait été maintenue. Après, il peut y avoir des stratégies différentes. La CFDT plus dans une logique de compromis, la CGT et d'autres syndicats plus dans une logique de jusqu'au boutisme ou de contestation. Mais la responsabilité n'est pas forcément toujours du côté des syndicats. Je pense que, y compris sous mon quinquennat, même si j'avais beaucoup sollicité les syndicats et souhaité un dialogue entre les partenaires sociaux, il y a toujours l'idée que c'est l'État qui doit fixer la règle et les syndicats doivent en être l'exception dans la définition de la norme et chargé plutôt de son exécution à travers des accords d'entreprise ou des accords de branche. Or, je considère que l'État doit laisser aux partenaires sociaux beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de responsabilité. Par exemple, sur l'indemnisation du chômage, c'est quand même tout à fait dommage que ce soit l'État qui ait repris la main. Sur les retraites, on aurait très bien pu concevoir que c'était les organisations syndicales qui allaient pour l'essentiel définir les principes du système, ce qui n'a pas été le cas. Donc l'État central est toujours très désireux de légiférer plutôt que de laisser le dialogue social, même si on sait qu'il est difficile compte tenu du pluralisme syndical. Mais il n'en reste pas moins qu'un des problèmes de la démocratie, c'est que vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas d'organisation avec lesquelles vous devez dialoguer. Et à la différence de l'Allemagne, pour une fois, on peut citer le modèle allemand, il n'est pas toujours parfait, mais le syndicalisme en Allemagne permet à l'État de se décharger d'une grande part de sa responsabilité, tout en lui laissant fixer les règles principales. Mais je pense que le renouveau du syndicalisme en France est possible, que la CFDT est devenue la première organisation syndicale en France. C'est quand même, pour ce qu'on connaît de l'histoire du syndicalisme, une évolution très importante. Est-ce que la CFDT va être capable de rester à ce niveau-là et de se transformer elle-même, de devenir l'organisation à partir de laquelle on peut faire des compromis, mais on peut aussi faire des luttes? Je pense que le pouvoir a perdu plusieurs occasions de mettre la CFDT en situation de lui permettre de sortir d'un certain nombre de conflits, y compris sur les Gilets jaunes. Car une des manières de pouvoir donner un débouché à ce mouvement eût été de laisser les syndicats revenir dans le jeu. De la même façon, je pense que sur les retraites, une manière de pouvoir trouver le compromis global, c'était de laisser les syndicats, à un moment ou à un autre, fixer les grandes lignes. Bon, je souhaite vraiment que le syndicalisme français puisse aller de l'avant, qu'il puisse y avoir une restructuration du mouvement syndical à travers une grande organisation qui assume le compromis, même s'il n'y a pas toujours possibilité de compromis, mais faut-il encore le rechercher. Et dans le monde étudiant, je pense que c'est un des gros problèmes. Alors il remonte à très longtemps même. Vous avez, tout à l'heure, on a évoqué ma vie. Quand j'étais étudiant, j'étais responsable effectivement de l'UNEF, qui était bien plus glorieuse que celle d'aujourd'hui, mais quand même... Mais enfin, elle était divisée aussi, etc. Bon, mais même à cette époque, où c'était la principale organisation, ça ne faisait que 3% aux élections, 3% de participation. Et là, c'est un vrai problème. Comment être représentatif, même si on est le premier syndicat, si on n'a qu'une participation aussi faible? Et alors que ça a été une grande revendication de 68 que de permettre qu'il y ait des élections en milieu étudiant. Bon.
Donc voilà, il faut aussi qu'en France, il y ait des organisations qui ne soient pas que politiques, qui puissent assumer leur rôle de représentation. Et si les partis politiques sont aussi faibles, c'est parce que le syndicalisme est très étroit. Dans beaucoup de pays, pour recruter les élites politiques, on va les chercher dans les syndicats. Beaucoup de chefs de gouvernement dans l'Europe du Nord viennent du syndicalisme. En France, qu'un syndicaliste devienne parlementaire, c'est déjà exceptionnel. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 1988, donc ça remonte à très loin pour vous, il y avait encore des ouvriers à l'Assemblée nationale. Bon, ils n'avaient pas travaillé depuis longtemps, ils étaient peut-être depuis longtemps des permanents syndicaux, mais quand même, il y avait des agriculteurs, il y avait des représentants professionnels, des artisans, qui n'étaient pas tous à gauche, loin de là. Ceux-là étaient plutôt à droite. Mais néanmoins, il y avait une représentation. Aujourd'hui, dire même à un syndicat, il faudrait que vous puissiez proposer des noms pour des élections, il se sentirait presque agressé. Alors qu'on a besoin qu'il y ait cette animation de la vie politique par le syndicalisme ou par la vie associative. Il y a très peu de présidents de grandes associations qui sont devenus parlementaires ou qui sont devenus ministres. Peut-être un des derniers a été Nicolas Hulot, même si ce n'était pas par l'association qu'il s'était fait connaître au départ, mais par la télévision. Mais quand même, est-ce qu'il y a eu des présidents d'ATD Carmonde, un peu de présidents de Greenpeace pour les écologistes, c'est vrai. Mais on a besoin qu'il y ait cette participation dans les associations. Et s'il y a une crise de la démocratie, c'est qu'il y a un problème de l'engagement. Or, ce qui est très paradoxal en France, et j'en fais l'expérience depuis 3 ans que je préside une fondation, c'est qu'il y a une créativité, il y a une vitalité du mouvement associatif, il y a un engagement exceptionnel, même ici, j'imagine, de gens qui réfléchissent toujours et qui agissent pour le bien commun, et ça ne se traduit pas politiquement. À un moment, ça s'arrête. Comme si la politique, c'était pas propre, c'était pas intéressant, c'était pas utile, et qu'on était plus satisfait par un engagement associatif. À un moment, il faut que la politique soit irriguée, sinon elle se dessèche, et c'est un peu le cas aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, de nous avoir donc si intelligemment éclairé quant aux réponses adressées face à cette crise de la démocratie. On va juste faire une courte question avant de passer aux questions donc, du public. Je pensais que vous alliez faire de la publicité, j'étais un peu inquiet. non, loin de là. Non, je voulais juste revenir, vous en avez parlé donc, au début de cette conférence, sur l'Allemagne et ce qui s'est passé hier. Pour la première fois, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le président d'une région, la Thuringe, en Allemagne, a été élu donc, grâce aux voix de l'extrême droite, faisant ainsi tomber un tabou politique dans le pays. Jusqu'alors, toute alliance avec les partis d'extrême droite en Allemagne avait été proscrite. Et donc c'est Thomas Kemmerich, candidat du Parti libéral-démocrate, qui l'a emporté avec une infime majorité. L'événement, donc, comme vous l'avez dit, a été largement commenté par les politiques outre-Rhin, notamment par Angela Merkel, qui, vous l'avez vous-même très bien dit, a estimé qu'il était nécessaire d'annuler les résultats de cette élection, qualifiant même cet acte d'impardonnable. Est-ce pour vous le signe que le cordon sanitaire contre l'extrême droite est bel et bien levé? Et pourquoi est-ce que c'est si inquiétant de voir qu'en Allemagne, l'extrême droite a autant de pouvoir, alors que dans la plupart des démocraties en Europe, il est pourtant bien présent, avec des scores assez importants dans de nombreuses élections. Je parle notamment de la Pologne ou en Autriche, où les scores peuvent atteindre parfois 30% pour certaines élections. Oui, donc ce qui est nouveau, c'est que l'extrême droite qui n'avait pas d'existence en Allemagne pour les raisons que vous imaginez, ait pu surgir dans des scrutins locaux, voire même nationaux, puisque au Bundestag, l'extrême droite est maintenant l'une des principales formations politiques, et qu'il y ait maintenant des alliances qui puissent se faire avec la droite et avec le Parti libéral. Donc c'est un double choc. Premier choc, il y a l'extrême droite qui surgit, et notamment après la crise des réfugiés.
Il y a toujours un lien quand même qui a été établi. L'extrême droite a toujours besoin d'un adversaire, ou enfin d'une menace, d'une peur. En l'occurrence, la présence de réfugiés, 1 million de réfugiés en Allemagne, et ce sont les Länder de l'Est qui sont les moins accueillants pour cette population. Et puis maintenant, l'alliance contre la gauche pour installer un président libéral, appelé comme ça. Madame Merkel, je pense, est sincère. Madame Merkel fait partie de ces personnalités qui savent ce que c'est que la dictature. Peut-être que vous la regardez comme ayant été toujours chancelière, d'une certaine façon, elle l'est depuis 14 ans. Mais c'est une femme qui a connu jusqu'à l'âge de 33 ans le système communiste à l'Est. Donc elle sait ce que c'est que la privation de liberté, la dictature, etc. Donc elle est sincère quand elle conteste le choix qui a été fait. Mais ça reste tout à fait déplorable, mais c'est une alliance locale. En Italie, ça n'a pas été qu'une alliance locale. Là aussi, pays qui avait connu le fascisme, il y a eu pendant un temps Salvini, parti de la Ligue, qui a été ministre de l'Intérieur, associé au pouvoir, et qui prétend d'ailleurs y revenir. En Espagne, pays qui avait connu la dictature de Franco, il y a un parti qui s'est... alors qu'il n'y a pas de problème de réfugiés, ce n'est pas le sujet là-bas, mais qui s'est affirmé et qui maintenant peut aussi nouer une alliance. Mais là où c'est le... pour ça que c'est toujours vers nous qu'il faut regarder, là où c'est le plus dangereux, c'est en France. Pourquoi c'est en France? Parce que c'est en France que l'extrême droite a surgi la première en Europe, à partir de 1983. Et qu'elle elle est restée à un niveau élevé depuis 1983. Longtemps, on a pensé que l'élection du président de la République au suffrage universel, finalement, nous prémunissait contre une possibilité que l'extrême droite arrive au pouvoir. On pensait qu'elle faisait des scores élevés, qu'elle pouvait conquérir quelques municipalités, ça n'avait pas été glorieux, qu'elle pouvait arriver au second tour. La première fois, on a été surpris, la seconde moins. Mais on se pensait prémuni, compte tenu du fait qu'il faut rassembler plus de 50% des suffrages. Or, aujourd'hui, si la démocratie ne se réveille pas, si les partis, les grands partis de droite, de gauche ou du centre, je ne sais pas si ça existe, mais se remettent à penser et surtout à se donner les moyens de convaincre, il est possible que l'extrême droite puisse gagner l'élection présidentielle. C'est bien sûr une probabilité encore faible, mais c'est possible. Et à ce moment-là, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire 30% dans une élection locale et de polluer le jeu des alliances que de faire plus de 50% à une élection présidentielle et d'occuper la place que l'on sait. Quand on sait que Donald Trump a pu être président des États-Unis, qu'il peut peut-être même être réélu, quand il y a eu le Brexit au Royaume-Uni, on peut penser que toutes les hypothèses sont possibles. Et ça doit quand même conduire à des changements de comportement assez rapidement, chez les uns et chez les autres. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président de la République. On va désormais ouvrir les questions au public. Des micros vont circuler normalement dans les rangs. Je vais vous demander de lever la main et de bien vous lever dès que vous aurez le micro en main. Bonsoir Monsieur le Président. Rémi Ferniaud. J'ai une question pour vous. Pensez-vous honnêtement que la politique actuelle menée par M. Emmanuel Macron s'apparente à un nouveau monde ou est-elle davantage en continuité avec l'ancien monde? Autrement dit, la vie politique, les codes politiques et la confrontation politique a-t-elle radicalement changé? Merci. D'abord, je
jamais complètement adhéré à cette distinction de l'ancien et du nouveau monde, mais la politique reste toujours la politique, avec ses codes, avec ses rites, avec ses polémiques, avec ses manquements, avec ses faiblesses, avec ses fautes. On en a vu quelques-unes ces derniers jours. Mais ce qui a changé, ce qui est pas simplement de la responsabilité du président actuel, Emmanuel Macron, ce qui a changé, c'est la faiblesse des grandes formations politiques. Tout président a connu, et moi en particulier, de l'impopularité. Ça fait partie de ce qu'est le jeu démocratique. Ce qui n'est pas agréable pour celui qui est dans cette situation, mais ce qui n'est pas désolant pour le pays. Parce qu'on se dit, il n'est pas populaire, mais j'ai une solution. Si c'est un président de gauche, la droite va venir au pouvoir. Si c'est un président de droite, la gauche va se préparer. D'où la succession des alternances qui ont eu lieu ces dernières années. Mais aujourd'hui, ce qui crée le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution qui soit envisagée. D'où cette espèce de crispation, de tension, d'angoisse qui saisit le peuple français, parce qu'il cherche des solutions et qu'ils n'en sont pas proposées. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas de politique sans grand parti. Donc le pouvoir aurait dû se doter d'un grand parti. Même si le mien, pendant que j'étais aux responsabilités, a pu se diviser, c'était la question qui était posée, il restait, dans la période où j'étais président, un parti avec des liens avec la population, des militants, des sympathisants, des élus, le contact avec les citoyens. Aujourd'hui, le pouvoir paraît vulnérable parce qu'il n'est pas appuyé sociologiquement et politiquement par une grande formation politique. Ensuite, sur ce que vous dites sur l'image de la politique, je pense que, soyons pas trop sévères, l'image de la politique, sur le plan de l'honnêteté, de la probité, la France n'est pas le pays touché par le plus de scandales, il y en a bien davantage ailleurs. Sur le fonctionnement des institutions, c'est plus parce que les parlementaires sont, pour beaucoup, des nouveaux parlementaires, qu'ils ont du mal à rentrer dans le contact avec les citoyens. Mais surtout, c'est parce que l'Assemblée nationale est un lieu vide aujourd'hui. Plus personne ne suit les questions d'actualité, les débats parlementaires, sauf quand il y a des polémiques. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'il y ait des rites démocratiques. Il faut que les citoyens puissent se dire que ça se passe dans certains endroits. Or, l'Assemblée n'est plus un de ces endroits un peu sacrés ou consacrés à l'ajout de politique. Regardez, je vais vous prendre toujours un exemple. Quand je suis arrivé donc, en 1988 comme député, François Mitterrand venait d'être réélu président. J'arrive à l'Assemblée et je regarde qui siège à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un moment important. Et je vois l'ancien président Giscard d'Estaing, je vois Jacques Chirac, je vois Édouard Balladur, qui venait d'être Premier ministre. Je vois Georges Marchais, je vois Pierre Mauroy. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus un ancien Premier ministre. Il n'y a pas de personnalité qui soit chef de parti, sauf Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il n'y a pas de grand leader qui soit à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas non plus de maire de grande ville qui soit à l'Assemblée nationale, par définition, puisqu'on a fait le non-cumul des mandats. Donc on a une vie parlementaire qui est assez sèche, assez pauvre, et donc une vie politique qui se passe ailleurs, et qui se passe essentiellement dans les chaînes d'information. Le débat politique, aujourd'hui, il n'est plus dans les lieux de la République, il est ailleurs. Il est sur les réseaux sociaux et dans les chaînes d'information. Et ça, c'est, à mon avis, la fin du débat contradictoire, des grands débats de l'Assemblée nationale. Quand on regarde les grands discours qui ont été prononcés, c'était des grands discours parlementaires, même sous la Ve République. Il y avait un recueil des grands discours. Sous la Troisième République,
il y avait des moments d'éloquence. Maintenant, on fait des concours d'éloquence, mais à l'époque, il y avait des moments d'éloquence. Et quand l'orateur avait été particulièrement brillant, alors même qu'il pouvait être dans l'opposition, on faisait voter une motion pour que son discours soit publié et soit regardé comme un des grands discours de la République. Aujourd'hui, il n'y a plus de grand discours de la République. Il y a le tweet de la République, ce qui est quand même un peu différent. Et ça réduit considérablement la qualité de l'argumentation. Or, la politique, ce n'est pas simplement des formules. La politique, ce sont des développements, ce sont des démonstrations. C'est de la rationalité. Et si ce n'est plus de la rationalité, alors les populistes ont une grande chance de conquérir le pouvoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous avez dit en introduction que vous étiez mis à la politique parce que c'était pour vous le moyen de changer les sociétés et de les faire évoluer, j'imagine, dans le bon sens. Est-ce que vous pensez que la possibilité est toujours en mesure, la politique est toujours en mesure de répondre à ces enjeux, notamment face à l'écologie Oui, je pense que ça, c'est la question majeure. Les sujets sont mondiaux et le cadre de la démocratie, c'est l'État-nation. Ça, c'est une vraie contradiction. Ce qui explique que les politiques qui vont vanter le retour vers la nation, et même le nationalisme, ont plus de chances d'être entendus que ceux qui vont rester sur l'explication du monde et le changement du monde. Ce qui pourtant est l'évidence, parce que prétendre qu'on va lutter contre un virus, contre le changement climatique, contre les firmes multinationales qui ne payent pas d'impôts dans leur pays d'origine, ou dans leur pays où elles font l'essentiel de leur activité, ou que l'on va pouvoir lutter contre le terrorisme et même maîtriser l'immigration simplement par des politiques nationales, c'est vrai que c'est assez court comme capacité de démonstration. Donc l'enjeu, c'est d'être capable de répondre aux problèmes internationaux et de faire, et c'est la chance que l'on a en France, de notre pays un exemple. C'est pour ça que je crois à la vertu de l'exemple. Si je peux vous convaincre d'une chose, c'est que la France, c'est un pays qui a encore une autorité dans le monde, qui n'est pas liée à tel ou tel chef d'État. C'est une autorité qui est liée à son statut, à son histoire, à sa culture, à ce que nous représentons collectivement, à nos valeurs. Et je peux en prendre quelques exemples. Quand il y a eu les attentats, tout à l'heure on a rappelé que j'ai été le président présent dans cette période-là. Quand il y a eu les attentats et que, après Charlie, l'hypercacher, j'avais proposé une manifestation. Au départ, je pensais que cette manifestation ne serait que nationale. Et puis, Mme Merkel m'a appelé en me disant qu'elle voulait venir, puis d'autres chefs d'État se sont manifestés, et il y a eu cette fameuse manifestation du 11 janvier avec 60 pays représentés, dont le Premier ministre israélien, le président de l'autorité palestinienne, et puis tant d'autres venant d'Afrique ou d'Amérique latine, ou bien sûr d'Europe. Il n'y a qu'en France qu'on peut imaginer un tel rassemblement. Donc la France, elle a encore une capacité d'action. Et elle doit d'ailleurs la revendiquer, cette capacité d'action. Et même en Europe, on doit dire que la France a une position qui la fait singulière. Il n'y a qu'en France qu'on a une politique de défense, qu'on a la force de dissuasion, qu'on est membre permanent du Conseil de sécurité. On va nous dire, oui, mais votre économie n'est pas terrible. Possible, mais on a aussi un certain nombre d'entreprises qui réussissent, on a aussi des produits qui sont reconnus partout dans le monde. Donc on doit peser, on doit agir. Et donc je serais né dans un autre pays que la France, peut-être que j'aurais voulu simplement changer ma région, mon territoire, ou améliorer simplement le sort de telle ou telle catégorie de la population. Mais il se trouve que je suis né en France et que je me suis dit que par la France, on pouvait aller beaucoup plus loin, et même sur l'écologie. Bien sûr qu'on ne changera pas le climat
simplement par des politiques nationales et par la France, même si c'est quand même la France qui a fait la conférence sur le climat. Mais on peut développer un modèle économique très original en France par rapport à cette question-là. On peut montrer qu'il y a des choix qui peuvent inspirer le reste du monde. C'est ça que je continue de penser. C'est pour ça que l'engagement politique en France, il est plus facile que dans beaucoup d'autres pays. Parce qu'on peut influencer le monde. On peut changer l'Europe. Et on peut surtout faire que la France reste le pays vers lequel on se tourne dans certaines situations. Ce qui me peine en ce moment, c'est de voir qu'en Syrie, c'est la Russie qui mène le bal tragique. En Libye, c'est encore la Russie qui fait le jeu, que la Chine est en train d'imposer un certain nombre de règles, que les États-Unis ont fait la pression sur la Chine. Bon, où est l'Europe dans ce moment-là? Et c'est à la France de lui indiquer le chemin et parfois d'avancer à sa place. Bonsoir, Monsieur le Président. Est-ce que vous adhérez à l'observation comme quoi le clivage gauche-droite n'existe plus au profit de celui des progressistes versus les conservateurs, comme par exemple en témoignerait avant-hier le vote solennel au Sénat en faveur donc du projet de loi bioéthique, où le groupe parlementaire majoritaire, les Républicains, a voté donc plutôt dans un sens qui pourrait surprendre par le passé au regard de son étiquette politique. Non, je pense que le clivage gauche-droite reste pertinent, même s'il s'exprime un peu différemment du passé. Mais il y a des cultures de gauche et des cultures de droite. Il y a des sensibilités, des réactions que l'on a qui nous caractérisent. Un des sujets les plus discriminants entre la gauche et la droite, c'est la fiscalité. Vous arrivez à repérer quelqu'un de droite à sa réaction par rapport à l'impôt. Parce que c'est une conception que je peux admettre. C'est-à-dire l'idée, l'objectif est de payer de moins en moins d'impôts, que l'État se recule, que le marché prenne plus de place. C'est une idée tout à fait aujourd'hui courante. Et à gauche, une autre idée, qui n'est pas forcément d'augmenter les impôts, mais de faire de la redistribution. D'ailleurs, on juge un gouvernement, encore récemment, par rapport à sa politique fiscale. C'est un des éléments. Et puis, il y a aussi le rapport au service public, ce qui doit être de l'ordre du collectif, ce que l'ordre de l'individu. Et puis, il y a aussi sur la question des libertés, un certain nombre de différences qui s'établissent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres clivages qui apparaissent. On en voit surgir, qui bousculent d'ailleurs la gauche et la droite. Par exemple, la question de la laïcité, qui a longtemps été l'apanage de la gauche, qui aujourd'hui est repris cette notion plutôt par la droite, notamment par rapport à l'islam. Mais c'est une question, on le voit bien, qui traverse les familles politiques. Autre question, vous l'avez évoqué, la bioéthique. On voit des clivages qui parfois peuvent superposer à celui de la gauche et de la droite classiquement. Et puis il y a la question de l'ouverture au monde et de la fermeture, notamment la question par rapport à la mondialisation. Ça divise la gauche assez profondément. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche qui considère aujourd'hui qu'une forme de protectionnisme, de retour sur l'espace national, peut-être de séparation, ou en tout cas d'éloignement par rapport à la question européenne, est la seule façon de pouvoir rester de gauche. Et puis il y a une autre partie de la gauche qui pense que même s'il faut avoir des règles nationales, même s'il faut défendre un certain nombre de principes qui nous appartiennent, on doit continuer à agir à l'échelle du monde et contrôler la mondialisation, même si parfois ça peut paraître assez vain. Mais ça divise la gauche.
La droite aussi a été divisée sur la question européenne entre une droite plus souverainiste et une droite plus européenne. Donc ça, c'est des clivages qui ne sont pas mineurs, mais qui sont secondaires par rapport au clivage gauche-droite. Quant à la question progressiste souverainiste, on voit bien qu'elle met à ce moment-là l'extrême droite en position très favorable, contrairement à ce qu'on imagine. Parce que si on laisse à l'extrême droite la défense de la souveraineté, la défense de la nation, on lui permet à ce moment-là d'aller beaucoup plus loin que son influence traditionnelle lui permettait d'espérer. Alors bonsoir monsieur, moi je vais vous poser une question un peu plus pacifiste. Je voulais savoir quel avait été le choix le plus dur que vous ayez à faire pendant votre quinquennat, comment vous l'avez vécu et est-ce que vous l'avez regretté par la suite aussi? Voilà. Tout à l'heure, on m'a parlé du CICE. Non, ça n'a pas été un choix particulièrement difficile. Je savais que ce n'était pas une mesure qui passait facilement dans la majorité, mais j'étais convaincu qu'il fallait, dans cette période, fin 2012-2013, la crise étant très lourde et frappant beaucoup de petites entreprises ou moyennes entreprises, qu'il fallait faire un geste de l'ordre de la politique de l'offre. Bon. Donc je l'ai assumé parce que je l'ai pensé et que je l'ai également presque inventé, le CICE. Donc j'étais malheureux quand il a disparu, parce que je trouvais que c'était un bon outil, même si on pouvait l'évaluer, mais le fait qu'on puisse même l'identifier était déjà un bon principe du dialogue social. Bon, bref, ce n'est pas les choix économiques qui m'ont paru les plus difficiles. J'ai eu un moment, une décision compliquée à prendre, qui était le traité budgétaire européen, parce que ce n'est pas moi qui l'avais négocié, j'en ai hérité, il fallait que je le fasse voter au Parlement, et c'était le traité qui encadrait les procédures budgétaires que vous connaissez bien, le pacte de stabilité, etc. Je l'ai corrigé, je l'ai fait compléter, mais voilà, c'était pas forcément ce que j'aurais négocié si j'avais été à ce moment-là aux responsabilités du pays, et j'avais le sentiment que je n'étais pas complètement conforme à mes engagements. Non, les choix les plus difficiles, ce sont les choix au moment des attentats, parce que c'était pas des... Bien sûr que j'avais imaginé que je pouvais être confronté aux attentats, puisque pendant la campagne électorale, en 2012, il y avait déjà eu des attentats à Montauban et à Toulouse. Mais je n'avais pas fait dans mes promesses de campagne des propositions pour renforcer les lois sur la sécurité, sur le renseignement. J'ai été obligé d'en faire voter 3. Pendant ce temps-là, on ne faisait pas voter le Parlement sur d'autres choses. Et puis c'est toujours un problème de savoir jusqu'où on va dans l'affirmation de la sécurité par rapport aux droits et aux libertés. Et puis il y a eu la déchéance de nationalité qui au moment où elle est évoquée, puisqu'elle existe déjà dans notre droit, mais uniquement pour certains naturalisés, le fait de l'étendre était compris après le 13 novembre comme une mesure consensuelle, et puis ensuite je vois qu'elle heurte, à tort ou à raison, mais elle heurte un certain nombre de principes. Pourquoi distinguer parmi les citoyens français ceux qui sont doubles nationaux par rapport à ceux qui sont nationaux sans qu'ils aient une autre nationalité? J'avais beau dire c'est uniquement pour les terroristes, c'est uniquement pour les criminels, c'est uniquement pour les criminels terroristes jugés, c'est uniquement quand ils auront fait leur peine au bout de 30 ans ou 35 ans. Et il y avait des gens qui venaient me voir en disant « mais quand même, je suis double national, j'ai l'impression que je ne suis pas un Français comme les autres ». Je lui dis « mais vous n'avez rien à craindre, vous n'allez pas faire d'actes terroristes. » Non, mais quand même, pourquoi faire cette distinction ? Et certains me disaient « mais non, mais il faut d'ailleurs enlever la nationalité, y compris à des nationaux qui n'ont pas la double nationalité. » Mais je dis « mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils vont être des apatrides. » Bon, donc quand on est devant cette complexité, je pensais qu'il fallait retirer. Ça, c'est un choix toujours douloureux, parce que affirmer une position, puis après être obligé de la retirer. Mais en fait,
la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, c'est de ne pas être candidat à ma reconduction. Bonsoir, Monsieur le Président. Afin de répondre à la crise démocratique, je voulais savoir si vous étiez favorable au développement de la démocratie participative, notamment avec des référendums, ou alors en élargissant, en développant les grands débats tels qu'il y a eu avec Emmanuel Macron quand il fallait répondre à la crise des Gilets jaunes. Merci. Oui, je pense que l'initiative référendaire citoyenne peut être davantage favorisée, avec des seuils qui seraient abaissés par rapport à ceux que l'on connaît aujourd'hui, et avec une automaticité dès lors que 2 millions ou 3 millions de personnes ont signé pour un référendum, c'est légitime qu'il ait lieu. Ça peut se faire, mais il faut garder quand même des garde-fous. Je suis favorable à la convention citoyenne, le tirage au sort sur un certain nombre de sujets, même si ça ne peut pas se répéter. Je suis favorable à ce qu'il y ait davantage de consultations sur des projets avant qu'ils ne soient lancés. C'était un des problèmes qu'on avait eu avec Notre-Dame-des-Landes, même s'il y a eu un référendum local. Sur le grand débat, je pense que c'était une bonne idée, mais c'est un peu dommage qu'on n'en ait rien tiré. Parce que finalement, 3 millions de personnes qui viennent, même si ce n'était pas les mêmes que les Gilets jaunes, dire ce qu'ils pensent, c'est toujours utile. Et je crois que cette base de données n'est même pas exploitée. Et on a tiré des conclusions qui auraient peut-être été les mêmes sans ce grand débat. Tout ce qui peut permettre aux citoyens d'être davantage associés, c'est mieux. Mais c'est un peu comme tout à l'heure pour les questions de transparence et de contrôle des élus. Le citoyen considère qu'on n'en fait jamais assez pour le consulter et qu'il voudrait être associé à tout en n'étant pas forcément responsable de tout. Sur les questions de référendum, par exemple, il y a des gens qui avouent, on pourrait dire, tiens, on va faire un référendum sur le nucléaire, la place du nucléaire dans notre pays. C'est une question qui est légitime, mais c'est une question qui suppose d'avoir beaucoup d'informations. Donc, jusqu'où on va dans la consultation par rapport à des sujets qui engagent notre pays pour 20, 30 ou 40 ans, alors même que les citoyens ne disposent pas toujours des informations. C'est pour ça que le rôle des élus est essentiel, parce que c'est eux qui éclairent le citoyen et qui doivent prendre des décisions à un moment ou à un autre. Voilà ce que je pense sur la démocratie participative, qui est absolument indissociable de la démocratie représentative. Bonsoir Monsieur le Président. Vous parlez de crise démocratique. Que pensez-vous que l'un des piliers de notre démocratie, les médias, soit aux mains d'une dizaine de milliardaires? En effet, on peut imaginer qu'ils ont une conception assez commune de l'économie et de la politique. Et est-ce que la politique, la puissance publique doit intervenir pour garantir une certaine indépendance des médias pour le bien de tous nos concitoyens? Si vous voulez que je parle des médias, je vais être intarissable. Ils n'ont pas été particulièrement charitables à mon endroit. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient contrôlés par la finance anonyme, la finance spéculative? Je ne veux pas le croire. Mais d'abord, je pense qu'en France, on a un service public audiovisuel. Et ça, c'est déjà très important. Et c'est un élément du pluralisme, une garantie, parce que je crois à l'indépendance de ces chaînes, même si ça ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas de sensibilité ou que leurs dirigeants n'aient pas également une certaine orientation. Mais nous avons un système d'audiovisuel public en France, et c'est quand même plutôt une garantie. Deuxièmement, les médias dans notre pays ont toujours été contrôlés par des puissances d'argent. Quand vous regardez l'histoire de la Troisième République notamment, ce sont les milliardaires de l'époque ou les millionnaires de l'époque qui contrôlent les journaux.
et encore aujourd'hui, même si heureusement, là aussi, il y a une partie de la presse qui n'est pas sous la domination d'un groupe en particulier, ou quand il l'est, a des clauses qui permettent l'indépendance de la rédaction. Et j'en arrive là, je pense que le rôle du législateur, c'est pas d'empêcher des gens de contrôler des organes de presse, bon. D'autant qu'ils demandent de plus en plus d'argent. Ce sont des groupes capitalistiques. C'est d'avoir des clauses d'indépendance des rédactions qui leur permettent, malgré la propriété du groupe, de pouvoir disposer d'une liberté ou d'une indépendance, ce qui est le cas, par exemple, pour Le Monde ou pour Libération, mais qui devrait être généralisé à toute la presse. Il y a donc des propositions de loi qui sont régulièrement déposées, en tout cas, moi j'en avais soutenu, et qui doivent aller dans ce sens. Après, il y a quelque chose aussi qui arrive, ce sont les médias sociaux, quand même, et les réseaux, qui font que il y a aussi des manipulateurs, il y a des comploteurs, il y a des groupes qui sont organisés, qui font de l'argent aussi, par rapport à ce qu'on croit être l'épanchement de nos propres haines ou de nos propres admirations. Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est pas la presse qui est forcément l'obstacle, même si parfois elle peut être orientée. C'est le fait comment on fait pour informer le citoyen quand il a autant de sources différentes et quelquefois des sources manipulées ou des sources biaisées. Aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent de telle manière qu'on ne peut pas toujours être sûr de l'exactitude des informations qui sont transportées. Donc ça me paraît être la menace la plus importante. Et je reviens à Donald Trump. Il a été capable de contourner une presse qui lui était plutôt hostile grâce à la fois à des chaînes d'information qui lui étaient proches et deuxièmement grâce à son organisation sur les réseaux sociaux qui le rend maintenant source lui-même d'informations et qui a permis de contourner la presse et de détourner le flux d'informations. Moi, je pense que c'est là qu'on doit faire maintenant la pression la plus forte, c'est pour éviter que les réseaux sociaux soient organisés, manipulés par des groupes beaucoup plus dangereux que simplement ceux de la finance. Merci. Merci beaucoup à tous. On va désormais procéder aux signatures pour ceux qui disposeraient du livre de Monsieur l'ancien président. Bon, alors, merci pour votre attention. Et si j'ai... Et si j'ai un message à vous délivrer, c'est que vous faites des études qui vous prennent beaucoup de temps, qui sont difficiles, qui vous permettent d'avoir une insertion dans le monde professionnel sans doute plus facile que pour d'autres. Mais engagez-vous, continuez à vous intéresser au monde, ne laissez pas d'autres décider à votre place. Ce que je crois vraiment, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre pays, et vous en êtes une illustration, a plein de vitalité, il y a plein d'engagements possibles, il y a plein de créativité. Et c'est vous qui serez demain en charge de ce que sera le pays selon que vous vous engagez ou que vous restez spectateur du pays dans lequel vous êtes. Merci à tous.